Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire tragique des deux seuls bombardements atomiques lancés sur des civils, où femmes, enfants et vieillards innocents ont été atomisés en une fraction de seconde par le pays des gentils. Parlons de ces jours fatidiques du 6 et 9 août 1945, où le monde sera bouleversé à jamais. Tout commence quelques années avant ce lâche massacre de masse. Vers la fin des années 1930, les positions politiques américaines sont, par ses intérêts, axées sur le soutien de la Chine. Effectivement, en 1931, le Japon a des envies expansionnistes, et officiellement, le Japon déclare vouloir rendre l'Asie aux Asiatiques et se libérer de l'oppression occidentale. Le Japon profite donc des guerres internes en Chine pour envahir sans vraiment de résistance la Mandchourie avec succès. Les tensions restent fortes, jusqu'à la deuxième guerre sino-japonaise qui éclata le 7 juillet 1937. Peu de temps après, le gouvernement américain, conscient du risque pour leurs intérêts en Asie, font un prêt conséquent en aide à la Chine et mit fin au traité de commerce signé en 1911 avec le Japon, ce qui sera un prélude à l'embargo commercial. Les Britanniques, eux, ravitaillent par voie terrestre à travers la Birmanie le camp chinois, ce qui enlise le Japon dans une guerre coûteuse en vie. Abandonné par son allié d'hier, qui sont les États-Unis, l'Empire du Japon, sans autre choix, se tourne vers l'Allemagne et, à compter de l'été 1940, conclut une alliance avec les puissances de l'Axe. Les États-Unis, furieux, ont commencé à restreindre l'exportation de matériaux utiles à la guerre vers le Japon. Un an plus tard, les capitaux japonais sont gelés et un embargo est décrété unilatéralement sur les exportations vers le Japon de pétrole et d'acier, ressources capitales pour l'essor de l'Empire. L'objectif américain est simple: détruire l'économie du pays tout en menaçant d'utiliser la force. 5 mois plus tard, les approvisionnements de pétrole du Japon sont réduits de 90%. Les Japonais, désemparés à l'idée que tôt ou tard le pays se retrouvera totalement privé de ses ressources précieuses, réalisent qu'ils doivent vite trouver une solution pour se sortir de l'impasse. Le 6 septembre 1941, le Japon décide une guerre soit entreprise contre les États-Unis, à moins qu'un accord ne soit trouvé avec Washington. Deux courants se sont donc formés. D'un côté, le premier ministre japonais, soutenu par l'empereur Hirohito, qui souhaite régler le problème diplomatiquement. Et de l'autre côté, les militaires haut gradés, qui veulent un affrontement direct sur le champ de bataille. Selon les militaires, plus la guerre commencera tôt et s'achèvera rapidement, plus les chances de victoire du Japon étaient grandes. À ce moment-là, les options sont claires. Le Japon peut renoncer à la guerre, acceptant ainsi de devenir une puissance vassale de troisième ordre, ou renoncer à la paix, sachant que la guerre en Chine avait été fatale à près d'1 million d'hommes et que la victoire devait forcément être rapide, sinon impossible, à cause de la pénurie de pétrole et d'acier. Le choix est donc soit la paix dans l'austérité, dans un monde dominé par l'Amérique, soit la guerre, assortie d'une défaite probable, mais en défendant l'honneur national. De son côté, le secrétaire d'État américain, le sournois Hull, ayant eu vent de la volonté des Japonais d'attaquer les États-Unis, ne souhaite plus trouver un terrain d'entente avec ces derniers. La guerre était une bonne option financière. Roosevelt, quant à lui, cherche toujours à gagner du temps et ne ferme pas la porte à la négociation. Cela uniquement pour des raisons d'électorat, car effectivement, le peuple américain est défavorable à une autre guerre. Mais finalement, le gouvernement américain, par sa haine des Japonais, fait le choix étonnant de laisser tomber les propositions d'accord qui auraient pourtant eu de grandes chances de fonctionner. Les Japonais comprennent que les Américains ne veulent pas de solution et qu'il leur faut frapper les premiers. Animés d'une fierté patriotique et d'un esprit de sacrifice, les militaires japonais sont confiants dans la supériorité de leur armée. Début 1941, le plan d'attaque est confié au redoutable amiral Yamamoto, l'un des chefs militaires japonais les plus sensés et avisés de son temps. La cible est Pearl Harbor. Un brillant plan stratégique est mis en place, qui consiste à détruire la flotte, les porte-avions et les installations capitales de l'armée américaine. Le 7 décembre 1941, l'attaque est lancée. Au premier abord, elle pourrait paraître un franc succès, au vu du nombre de cuirassés coulés ou endommagés et des nombreux soldats américains tués. Mais malheureusement pour les Japonais, l'attaque de Pearl Harbor fut un échec dans ses principaux objectifs. Ils n'ont pas détruit complètement la flotte du Pacifique et ont raté les réservoirs de pétrole et les sites de munitions. Mais le pire, c'est qu'aucun porte-avions américain n'était présent pendant l'attaque. Quasiment simultanément, le Japon, pour avoir rapidement accès aux matières premières dont ils ont besoin pour la guerre, attaque dans toutes les directions. Hong Kong tombe en moins de 17 jours et la bataille se déplace aux Philippines, puis à Singapour. Les Anglais se font littéralement écraser par les Japonais, pourtant 5 fois moins nombreux. Dans le même temps, plusieurs îles américaines sont bombardées et prises par l'armée japonaise. Au printemps 1942, le Japon a atteint la plus grande partie de ses objectifs initiaux. Il s'est emparé de territoires immenses et de richesses considérables, au prix de pertes assez légères. Mais la joie fut de courte durée. En effet, la célèbre défaite japonaise à Midway
6 mois à peine après Pearl Harbor, dus aux terribles erreurs de l'amiral Nagumo, cause la perte de leurs 4 porte-avions, d'une importance majeure dans un tel conflit, ce qui renversa de manière décisive le cours de la guerre dans le Pacifique. C'est le début de la débâcle japonaise. Les Américains décident d'attaquer les îles Salomon, et des combats d'une violence inouïe se déroulent à Guadalcanal. Les Japonais défendent les îles nouvellement acquises avec acharnement, mais leur logistique est incapable de les soutenir. Aux États-Unis, où le racisme d'État est maître, le racisme anti-japonais est à son paroxysme. En effet, depuis le début 1942, les autorités déportent plus de 120 000 Américains d'origine japonaise et les envoient dans des camps de concentration. Le général John DeWitt déclare que tous les Japonais sont des gangsters et qui doivent être traités comme tels, et qu'un Jap est un Jap. Les nazis n'étaient donc pas les seuls à déporter massivement dans des camps de concentration des êtres humains pour leur appartenance ethnique. Les Américains aussi l'ont fait. En 1943, les Japonais sont en mauvaise posture. Bien que disposant d'un territoire immense et gorgé de richesses, l'industrie japonaise est dans l'incapacité de remplacer les appareils, les porte-avions et surtout les pilotes perdus en 1942. Dans le même temps, l'industrie américaine tourne, elle, à plein régime. Et ce, même si elle doit approvisionner 2 théâtres d'opération. Le projet Manhattan, visant à créer la plus puissante des armes que le monde ait connue, est accéléré. Disposant de moyens illimités, les scientifiques de divers pays travaillent en collaboration sur la fission nucléaire. Les travaux sont tenus dans le plus grand secret. Très peu de personnes sont dans la confidence. Même le Congrès américain n'en sait rien. Roosevelt et quelques hauts gradés espèrent pouvoir lancer la bombe sur les nazis. Mais après la défaite de Stalingrad, l'armée rouge reprend du territoire. Et la guerre sera probablement finie en Europe avant que la conception de la bombe atomique puisse être achevée. À la reddition des Allemands face à l'armée rouge, les États-Unis n'ont plus qu'une seule cible en tête, le Japon, pour tester leur nouvelle arme suprême et imposer leur domination sur le monde. Début 1945, bien que les soldats japonais sont d'une détermination et d'un courage sans faille, le Japon est à genoux. La stratégie japonaise a une faille, la faiblesse de sa logistique. Beaucoup de troupes ne sont plus réapprovisionnées. Et coup dur, la marine américaine détruit 90% de la marine marchande japonaise. Quand la défaite est inévitable, les kamikazes partent avec de vieux avions et pas assez de carburant pour le retour. La défense de la patrie et de leur foyer les envoie vers un vol sans la moindre chance de survie, avec le fameux cri du Banzai. La sanglante prise de l'île d'Iwo Jima, coûteuse en vie, et pour les États-Unis une prise stratégique. À portée du Japon, cette île devient le pied d'envoi de raids meurtriers dans tout le Japon. Le plus inhumain se déroulera dans la nuit du 9 mars 1945 sur Tokyo. 334 bombardiers B-29 lâchèrent 1700 tonnes de bombes incendiaires qui pouvaient calciner la chair humaine de manière extrêmement douloureuse, rasant la ville entière et faisant plus de 100 000 morts civils innocents, ce qui en fait le bombardement le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale. Devant Dresde et Hambourg, qui auraient servi, selon les Américains, de terrain d'essai au futur bombardement de Tokyo. Le principal architecte de la guerre du Vietnam, le secrétaire à la défense américaine, Robert McNamara, qui sert alors sous les ordres du général LeMay, est chargé d'analyser l'efficacité destructrice et meurtrière des bombardiers B-29 en fonction de leur coût d'exploitation, soit établir en quelque sorte leur rendement diabolique. Dans un documentaire, McNamara avouera plus tard à propos de son rôle auprès de LeMay « Nous avons brûlé à mort 100 000 civils japonais à Tokyo, hommes, femmes et enfants. Quelques 900 000 civils japonais sont morts en tout. LeMay a dit que si nous avions perdu la guerre, nous aurions tous été poursuivis comme des criminels de guerre. Et je pense qu'il a raison. Nous nous comportions comme des criminels de guerre. Le général LeMay, qui de par son commandement a assassiné près d'1 million de civils, déclare que les Japonais doivent être brûlés, bouillis et cuits à mort. Plus tard, il déclarera « Tuer des Japonais ne me dérangeait pas beaucoup à ce moment-là. Je suppose que si j'avais perdu la guerre, j'aurais été jugé comme un criminel de guerre. Mais toute guerre est immorale, et si vous laissez cela vous déranger, vous n'êtes pas un bon soldat. » Le Japon est prêt à négocier la paix, sans condition, sauf une. Leur seul souhait est alors de préserver l'empereur, mais les Américains refusent et exigent une capitulation sans condition. À ce moment-là, les Américains savaient que les Japonais ne pourraient pas abandonner l'empereur et accepter une telle offense, ce qui était parfaitement planifié par les Américains, sans doute dans l'optique de faire durer la guerre et que la bombe puisse être testée sur le Japon. Dans l'esprit des responsables japonais, personne ne comprend pourquoi les États-Unis ne sont pas disposés à accepter cette condition, d'autant plus que cela signifierait la fin de la guerre. Gardez à l'esprit que rien dans les principes de guerre n'obligeait Truman et Roosevelt à exiger la reddition inconditionnelle du Japon. Les guerres peuvent, et c'est souvent le cas, s'achever par des conditions de reddition. Comme par exemple lorsque la France s'est rendue à l'Allemagne en gardant une partie de son territoire et le gouvernement de Vichy. Les États-Unis étaient prêts à sacrifier d'innombrables personnes des deux côtés du conflit pour satisfaire leur désir d'exterminer des villes entières d'innocents pour montrer leur supériorité sur le monde. Les Japonais se tournent alors vers l'Union soviétique, via Molotov, ministre des Affaires étrangères, pour discuter des termes de leur capitulation. Les Soviétiques, déjà amassés sur la frontière de la Mandchourie, ont conclu avec les Alliés qu'ils entreront en guerre contre le Japon au cours de l'année 1945. Les Américains, eux,
eux, attendent les résultats des derniers tests de la bombe à Los Alamos. Une fois le test réussi, quelques heures avant la conférence de Potsdam, Truman, successeur de Roosevelt, tout juste décédé, durcit ses relations avec les Russes. Staline, furieux, accélère de son côté les préparatifs de l'invasion de l'Empire japonais. Truman, lui, approuve le largage des bombes dès que la météo le permettra. Les Américains ont 3 cibles potentielles parmi les grandes villes japonaises: Niigata, Kokura et Hiroshima. Ils choisissent Hiroshima, qui était à bonne distance et qui était le choix parfait car les montagnes environnantes provoqueront un effet de réverbération permettant de faire un maximum de victimes. Principal objectif des Américains. Hiroshima était, avec Kyoto, la principale ville d'art et d'histoire du Japon, avec une population civile d'environ 250 000 habitants. La bombe destinée à Hiroshima fait plus de 4 tonnes. C'est une bombe à l'uranium, surnommée Little Boy. Elle décolla de Tinian, île de l'océan Pacifique, à 2h45, le 6 août 1945. Le bombardier B-29, spécialement aménagé pour l'occasion, sera tristement connu sous le nom d'Enola Gay. Peu après 8h15, la bombe Little Boy est larguée de la soute d'Enola Gay, à une altitude de 9450 mètres au-dessus du centre d'Hiroshima. Une minute plus tard, après une chute libre de 43 secondes, elle explose à 580 mètres d'altitude, au-dessus de l'hôpital principal au cœur de l'agglomération. L'explosion tue instantanément des dizaines de milliers de personnes sans distinction, hommes, femmes et enfants, et détruit tout sur un rayon d'environ 12 km. Les corps qui ne sont pas volatilisés sont carbonisés. Une énorme bulle de gaz incandescente de plus de 400 mètres de diamètre se forme en quelques fractions de seconde. La température des surfaces exposées à ce rayonnement s'élève à près de 4000 degrés Celsius. C'est un soleil en train de naître à la surface de la Terre. Si certaines zones sont épargnées lors de l'explosion, elles doivent par la suite affronter un déluge de feu causé par les mouvements incroyablement violents des masses d'air. La ville est entièrement ravagée. L'explosion tue 140 000 innocents, sur le coup ou dans les mois qui suivent. Les rares survivants marchent dans les décombres, les bras écartés, entièrement brûlés. Ils évitent le contact avec leur propre peau. Certains survivants disent avoir vu des alligators fourmis marcher dans les décombres. C'étaient en fait des hommes, femmes ou enfants sans yeux et sans visage. Leur peau était devenue écailleuse, comme une peau d'alligator, et ils n'avaient plus que des trous rouges à la place de la bouche. Le bombardement atomique survient à un moment de la guerre où les États-Unis sont en train d'effectuer une des plus intenses campagnes de destruction de centres urbains de l'histoire de l'humanité. 68 villes japonaises sont bombardées, et toutes sont partiellement ou intégralement détruites. Hirohito et le gouvernement espère toujours une issue favorable aux négociations avec l'Union soviétique. Mais Staline met un terme aux négociations avec le Japon et déclenche, dès le 9 août, peu après minuit, l'invasion de l'Empire japonais. L'objectif soviétique est clair, conquête et annexion de territoire. Dans la même journée, les États-Unis envoient leur deuxième bombe, Fat Man. C'est une bombe conçue différemment, au plutonium. Elle coûte moins cher, elle est plus facile à produire et elle est encore plus puissante. Les Américains veulent absolument la tester et effectuer par la même occasion un deuxième massacre. Elle explose vers 11h dans le centre de Nagasaki. 80 000 humains sont morts sur le coup ou dans les mois qui suivent. Le 15 août 1945, le Japon et l'empereur Hirohito abdiquent à cause de l'avancée éclair de l'armée rouge dans le nord de l'archipel nippon. Truman veut à tout prix éviter un Japon soviétique et accepte alors l'unique condition des Japonais pour signer la capitulation, qui est de préserver l'empereur, comme ils auraient pu déjà le faire depuis plusieurs mois. Vous rendez-vous compte ? La suite pour les survivants des bombes n'est pas joyeuse. Les États-Unis ont mis en place une censure systématique de l'état de santé des survivants, se servant d'eux comme des cobayes humains pour étudier l'effet des radiations. Certains n'étaient pas soignés du tout, et d'autres servaient de cobayes pour les traitements. Et tout refus ou plainte était durement puni pour ces rescapés de l'atome. Les États-Unis justifieront leurs crimes de guerre comme nécessaires, en arguant que les bombardements ont raccourci la guerre et par conséquent sauvé la vie à de milliers de soldats américains. Mais si les Américains avaient accepté la seule condition de reddition des Japonais plus tôt, cela aurait signifié la fin de la guerre. Sans les morts qui seraient survenus avec une invasion et qui sont survenus avec les bombardements d'Hiroshima, de Nagasaki et de tout le Japon. Les soldats meurent à la guerre. Telle est la nature de la guerre. Tuer des femmes, des enfants et des personnes âgées en prétendant sauver la vie de soldats en raccourcissant la guerre n'est pas seulement un crime de guerre, c'est aussi un acte de lâcheté inouï. La guerre du bien contre le mal est un concept fallacieux. Le vainqueur écrit l'histoire et ne sera jamais jugé pour ses actes criminels. Le vaincu, quant à lui, devient le bouc émissaire de tous les malheurs du monde. Pouvons-nous comparer Paris sous l'invasion nazie et Hiroshima sous l'invasion américaine pour comprendre si les nazis sont bien les grands méchants du siècle dernier? Je ne pense pas. Ils n'arrivent pas à la cheville des Américains. 心安らかに自分の道を歩み続け、さすれば平和な心を持ち、この世を去ることができるであろう。